cas, merci à tous. Merci. Donc, merci à tous, effectivement, d'être présents. Je rappelle juste l'objectif de ce club automobile, hein, classique de Sciences Po, qui a une petite année maintenant. Je l'ai créé avec deux confrères juste avant le confinement. Donc, c'est vrai que maintenant, on connaît pour l'instant que le format Zoom et bientôt, on se verra en présentiel. Et donc, le club automobile classique, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, dont je suis présidente, il y a vraiment trois phases. Il y a un pôle sur les activités globales de la mobilité. Ensuite, il y a un pôle sur l'automobile classique et il y aura un pôle sur justement la place du féminin dans l'automobile. Et c'est comment, en parlant de ce qu'ont fait les femmes et de ce qu'elles ont et ce qu'elles apportent à l'industrie automobile, est-ce que ça peut permettre à certaines de se lancer dans cet environnement, mais autant professionnellement que pour le plaisir. L'idée, c'est de se dire, moi, je voudrais acheter une voiture, une ancienne, une classique, une moderne. Est-ce que je suis, entre guillemets, légitime? Parce qu'on s'aperçoit que parfois, les femmes se posent la question. Donc, du coup, aujourd'hui, le sujet, effectivement, est la place du féminin dans l'industrie automobile. Donc, d'hier à aujourd'hui, parce que on se rend compte que ça fait plus d'une centaine d'années que les femmes sont présentes. Et je voulais vous partager une petite... alors, voilà. Je voulais vous partager cet agenda que m'a remis, parce que j'ai un bouquiniste à Fontainebleau qui a bien compris quelle était ma passion. Donc, dès qu'il a des petites pépites, il me les donne. Et il m'a donné ça ce week-end. C'est un agenda de 1933 qui était donc remis pour la nouvelle année, dont le sujet était la femme dans l'automobile et l'élégance des femmes dans l'automobile. Il y a une bonne dizaine de pages et c'est passionnant parce qu'effectivement, on voit... voilà, je vais éteindre. Voilà. Et on voit que le sujet, déjà en 1933, était un sujet d'époque et qui intéressait. Une autre petite anecdote, moi qui me tient personnellement à cœur, parce que moi je suis de Saint-Raphaël, le premier rallye automobile féminin, le Paris-Saint-Raphaël, ouais, qui a duré près de 45 ans. Il y a eu une petite pause entre deux guerres, mais c'est l'ancêtre des rallyes, on peut dire, automobiles féminins. Et donc, vous voyez bien que là, l'édition de 1962, c'était le 20e rallye, donc ça a commencé dans les années 40, et c'est du 100% féminin. Donc, on n'a pas inventé aujourd'hui ces rallyes 100% féminins, ils existaient déjà, et je pense que c'est une belle histoire de les continuer. Petit remerciement à Henri Jacques qui m'a transmis, parce que donc j'ai des petites infos, sur ce film en 1958, Madame et son auto. Donc un film français, effectivement, avec Sophie Desmarais. Et on peut voir que quand on va chercher les informations, maintenant, il y a des petites anecdotes sur, ah oui, les femmes et l'auto, mais ça fait 100 ans que ça existe. Alors, on pourrait prendre différents prismes pour parler des femmes et de l'automobile, parce qu'il y a des pilotes, il y a des actrices, il y a énormément de femmes qui sont impliquées dans cet univers. Moi, je voulais parler d'un univers un peu particulier qui sont les inventrices automobiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous roulez sur les routes, quand vous montez dans votre voiture, il y a beaucoup de femmes qui ont été à l'origine de certaines inventions. Et par exemple, une invention vraiment du quotidien aujourd'hui qui a été créée par cette femme, Anne McCarroll, qui à la base est médecin et qui en fait, un jour où elle roulait sur une route, a fait effectivement un petit embardé et puis elle s'est retrouvée projetée de l'autre côté de la route. Et comme elle est effectivement, elle a réfléchi et elle s'est dit, mais s'il y avait bien une délimitation entre la voie de gauche et la voie de droite, il n'y aurait pas forcément ces embardés et puis on arriverait à rester bien en face. Et donc, c'est elle qui a créé la fameuse ligne centrale blanche.
Donc aujourd'hui, quand vous êtes sur les routes et que vous voyez une ligne blanche, eh ben, vous penserez à une femme. Je ne sais pas s'il y en a qui le savaient, ces petites anecdotes. Non, non, moi je savais pas. Pas du tout. Donc, Non plus. voilà. Donc, vous ne verrez plus du tout la route de la même manière. Comme vous ne verrez plus la route, encore une fois, et au contraire, vous la verrez mieux, puisque Marie Anderson, hein, qui à la base, ce sont quand même des femmes qui ne sont pas du métier. Elle, par exemple, elle était dans l'immobilier, elle était même viticultrice, a inventé les essuie-glaces. Parce qu'elle s'est rendue compte, ben, quand elle conduisait, alors à l'époque, ces voitures un peu incroyables, ben, elle ne le voyait pas bien. Donc, elle a réfléchi en disant, mais comment on peut faire pour bien voir? Donc, elle a inventé les essuie-glaces. À l'époque, son brevet n'a pas été accepté et c'est à la fin la firme Cadillac qui a breveté son invention. Donc, pareil, les essuie-glaces, c'est une femme qui l'a fait. Alors, une autre, alors il y a beaucoup d'Américaines, hein. Une autre ingénieure qui, grâce à elle, on a bien chaud l'hiver dans nos voitures, ben, c'est elle qui a créé le premier chauffage de voitures en utilisant effectivement l'air chaud du moteur. Donc aujourd'hui, si vous avez chaud dans votre voiture, c'est grâce à Margaret Wilcox en 1838 quand même. 1838, 19e siècle. Donc, c'est juste des inventions incroyables. Elle est née en 1838, pardon. L'invention est en 1893. Mais du coup, c'est quand même des inventions incroyables qui aujourd'hui paraissent, et c'est ce que je dis souvent, ça paraît juste évident, mais qui à l'époque, effectivement, étaient des vraies inventions. Ensuite, vous avez... alors, elle n'est pas ingénieure, mais en fait, la place de la femme dans l'automobile, c'est aussi conduire une voiture. Et on verra que le permis de conduire, au fil des années, elles ont mis beaucoup, beaucoup de temps, et même encore aujourd'hui, dans certains pays, conduire n'est pas toujours évident, et au-delà de ça, permis. Mais voilà, cette dame a 51 ans. Elle a passé son certificat de capacité. Ce que j'aime dans cette femme également, c'est qu'à 79 ans, bon, vous savez que l'Automobile Club de France, c'est très compliqué d'y rentrer même encore aujourd'hui et de participer à des événements. Et bien, à 79 ans, elle a créé l'Automobile Club féminin pour effectivement permettre aux femmes de rentrer dans cet univers automobile et puis un peu en réponse à ce côté encore un peu genré, on va dire un petit peu machiste de l'époque. Et puis en 1927, donc vous voyez, à 80 ans, elle crée le premier championnat féminin d'automobile. Donc vous voyez, toutes ces femmes, elles sont vraiment, moi je les trouve vraiment incroyables parce qu'il faut recadrer aussi à l'époque, comment les femmes étaient dans un univers très patriarcal. Elles étaient, il fallait quand même de l'audace et puis de la persévérance pour créer ce genre de choses. Une autre femme que certains connaissent parce qu'elle est assez présente, donc c'est Bertha Benz. Ouais. Voilà, effectivement, Bertha Benz, qui en fait fut la première femme à conduire donc à l'époque son automobile sur une longue distance. Et il y a un très joli, vous pouvez regarder sur YouTube, un très joli reportage sur comment elle a réussi à traverser la France et comment elle a trouvé des astuces avec une petite anecdote sur un porte-jartel hein, qui lui a été très utile pour justement rallier deux pièces qui étaient tombées en panne. Et c'est comment aujourd'hui elle a lancé la marque, puisqu'à l'époque, grâce à elle, la marque Mercedes-Benz hein, à l'époque a été lancée. Et c'est ce côté ingénieux, marketing, communication de l'époque qui a fait croître cette marque automobile. J'avais une petite anecdote aujourd'hui hein, par rapport aux événements. Donc, je vous rappelle Elisabeth II, hein, qui, à 19 ans, était mécanicienne et conductrice d'ambulance. Durant la guerre. Comment ?
Durant la guerre. Voilà. Ouais. Donc, on parlait d'efforts de guerre et sur comment les femmes aujourd'hui accompagnaient les hommes. Donc, c'était une petite anecdote sur Élisabeth II. Et je termine avec effectivement la créatrice du GPS, Gladys West, des femmes qui en plus dans des conditions féminines, dans des conditions, et c'est ce que je disais tout à l'heure, environnementales qui n'étaient pas vraiment favorables, mais qui ont bien persévéré. Donc je trouve que toutes ces femmes ont vraiment une approche de l'invention pratique, et puis qui aujourd'hui, quand vous roulerez avec votre voiture, forcément vous penserez à elle. Et je termine avec une phrase qui effectivement est pour moi tout à fait symbolique d'aujourd'hui, d'une écrivaine et réalisatrice française. Elle dit « L'automobile a été non seulement la marque d'une époque, mais le symbole de la libération de la femme. Elle aura fait pour briser ses chaînes beaucoup plus que toutes les campagnes féministes. Du jour où elle a saisi un volant, Ève est devenue l'égale d'Adam. » Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur la place des femmes dans l'industrie automobile. On pourrait en parler encore pendant des heures parce qu'elles ont été pilotes, actrices, elles ont vraiment apporté énormément de choses au monde automobile, et vous voyez, ça fait déjà plus de 100 ans que ça dure. Et puis, donc aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Delphine, Maud et François pour parler d'aujourd'hui, de comment aujourd'hui les femmes sont présentes dans cet univers et dans cette industrie. Et c'est pour ça que j'ai le grand plaisir de recevoir Delphine Lem. Bonsoir, merci beaucoup d'être là et puis d'apporter cette vision de la femme dans l'automobile d'aujourd'hui. Est-ce que déjà vous aviez un petit peu de ces petites infos là sur tout ce qu'elles ont pu faire dans les autos d'aujourd'hui? Bonjour Christy, bonjour à tous. C'est vraiment un grand plaisir pour moi d'être là ce soir. Écoute Christy, pas du tout. Je te remercie vraiment pour ce panel parce que franchement, c'est vrai qu'on se dit qu'on a dû participer, mais aussi précisément pas du tout. Et franchement, j'ai retenu quelques petits trucs et si tu ne mets pas de copyright, je les ressortirai. Ça va, pas de souci, avec plaisir. Delphine, donc merci d'être là. Je voulais, voilà, si tu pouvais te présenter parce que effectivement, tout le monde ne te connaît pas. Et puis l'idée, c'est de savoir aujourd'hui, c'est comment tu es arrivée un peu dans cette industrie. Certains y arrivent par passion, d'autres par hasard, mais qui en fait, une fois qu'elles sont dedans, eh ben, elles y restent parce qu'elles aiment ça. A priori. Donc, du coup, voilà, ça m'intéresse de savoir un peu voilà, qui tu es et comment tu évolues dans cet univers. Merci. Du coup, je suis Delphine Lem, j'ai 38 ans. Je suis maman d'une petite fille de 8 ans, un peu rebelle. Et je suis secrétaire exécutive du groupe L'Amiral Schumacher. Alors, je vais préciser peut-être mes missions, parce que secrétaire exécutive, ça veut dire beaucoup et peut-être rien. Donc, concrètement, mon rôle dans l'entreprise consiste à diriger toute la partie communication interne-externe, la partie marketing, la partie qualité, le call center à Chartres, et puis, et peut-être surtout aujourd'hui, à monter et à déployer les projets autour des sujets innovants, ou en tous les cas le plus innovant possible, autour du parcours client. Et j'ai un PDG, Edouard Schumacher, qui a beaucoup d'idées en la matière. Du coup, en gros, moi, je suis un peu le couteau suisse. Et mon job, c'est de penser client, vivre client et toujours chercher, trouver, mettre en place les moyens de les satisfaire au mieux. D'accord. Et du coup, tu es arrivée dans cet univers par hasard ou vraiment tu voulais rentrer et travailler dans le monde de l'automobile?
Alors, écoute, je ne vais pas te mentir, Christy. Je ne vais pas te mentir. Au départ, je n'avais pas de passion particulière pour le secteur automobile, pas d'histoire familiale liée à l'automobile. Chez moi, on était plutôt pas. Et pire, j'ai passé mon permis, j'avais 22 ans. Donc, vraiment la mauvaise élève. En fait, je suis rentrée dans l'automobile via en fait, la réglementation européenne, puisque après un court séjour à la fin de mes études à Londres, je suis rentrée au CNPA. Alors, le CNPA, c'est quoi? C'est l'organisation patronale automobile. En gros, c'est l'équivalent du MEDEF des garagistes. Voilà. Alors, j'y suis rentrée comme lobbyiste. D'abord à Bruxelles, puis après à Paris. Et puis ensuite, c'est Olivier Lamiraud qui m'a recruté pour être secrétaire général du département concessionnaire du CNPA. Alors, je suis restée un petit moment au CNPA. J'ai beaucoup appris, beaucoup grandi. Je me suis frottée un petit peu à la politique. Et puis, je crois que la vie, c'est toujours une histoire de rencontres. La vie personnelle comme professionnelle d'ailleurs. Et j'ai eu la chance de rencontrer, une chance peut-être un peu provoquée, de rencontrer Edouard Schumacher, donc mon boss actuel. Donc ça, c'était en 2016. Et lui, il cherchait quelqu'un pour monter son département communication et marketing. Et je dirais qu'il ne cherchait pas un homme ou une femme. Il cherchait quelqu'un avec qui il avait envie de travailler. Et puis, peut-être davantage presque un savoir-être avant un savoir-faire et surtout des valeurs communes, en fait. Donc, voilà, donc je suis rentrée en 2016 dans le groupe Schumacher. J'ai essayé de mettre en place des petits quick wins rapidement et du coup, j'ai intégré le comité de direction du groupe un peu moins d'un an après mon arrivée. Voilà. Et puis, date clé, 2019, le groupe Schumacher fusionne avec le groupe Lamiraud. Et petite période de Covid compliquée, même si on s'en est bien sorti parce qu'en fait, post-Covid, ça a presque été pour LS Group une renaissance. On a changé l'organisation, centralisé et puis apporté aussi des visions extérieures. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris le poste de secrétaire exécutif. Et quand tu as effectivement du coup pris ce poste et quand tu es arrivée dans cette industrie, c'était quoi ton état d'esprit en tant que femme? Est-ce qu'il fallait un état d'esprit de femme d'abord ou est-ce que c'était le poste qui était intéressant et tu t'es pas posé la question? Alors en fait, moi c'était plutôt, je suis rentrée via un poste en fait au CNPA, mais j'avais vraiment pas imaginé combien les métiers du secteur automobile, finalement, étaient variés, étaient humains et étaient innovants. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que je suis plutôt passionnée par mon job, par mon métier de Shiva aussi de temps en temps, et par le secteur de la distribution automobile. Je te dis pourquoi. Le secteur de la distribution automobile, aujourd'hui, c'est un secteur qui est tourné uniquement vers la satisfaction client. Pas de clients, pas d'entreprise. Et moi, j'ai la chance d'accompagner au quotidien ces développements, ces nouveaux parcours clients. Je te donne peut-être 2 exemples rapidement pour illustrer un peu peut-être aussi ce qu'on peut faire. En ce moment, ça me prend un peu de temps, mais on est en train de monter le Doctolib pour la prise de rendez-vous après-vente. Donc, dans quelques semaines, j'espère. Vous pourrez prendre rendez-vous en ligne sur nos sites internet. Tu vois, c'est des choses qui se font dans d'autres secteurs depuis très longtemps. Alors nous, dans l'automobile, on essaye de rattraper, mais c'est assez sympa. Et puis, si tu ne veux pas prendre rendez-vous en ligne, tu peux appeler, comme encore beaucoup de gens. Et ben, du coup, j'ai eu la chance de créer le call center du groupe qui se trouve à Chartres, qui compte aujourd'hui une vingtaine de personnes. Et à sa tête, j'ai Christelle. Christelle, c'est aussi une femme de l'automobile. Elle a fait toute sa carrière dans l'automobile et elle n'avait jamais fait de call center. Moi non plus. Donc, du coup, on s'est bien trouvé là-dessus et c'est vraiment ça. Aujourd'hui, on a beaucoup appris. On a un peu Mais voilà, c'est vraiment ça, en fait, cet esprit aussi
de solidarité qu'on a pu développer entre femmes également. Voilà. Et en fait, est-ce que, parce qu'on va revenir sur le sujet de la femme dans l'automobile, est-ce que, quelles ont été les bonnes surprises ou les moins bonnes surprises en tant que femme, en sachant que LS Group, c'est surtout sur des voitures modernes, on va dire. Est-ce que vous travaillez aussi avec des classiques ou quand je dis travailler, c'est est-ce que vous mettez aussi en avant les classiques ou pas? Si tu le permets, je peux juste peut-être présenter LS Group en quelques mots. LS Group, en fait, c'est un groupe de distribution automobile et tu as tout à fait raison. Nous représentons 23 marques. Alors, j'ai la chance de travailler à la fois pour l'essentiel Dacia jusqu'à Bugatti, mais on a beaucoup de marques comme Renault, Volkswagen, Toyota, un peu de Volvo. Aujourd'hui, on a 53 concessions dans toute la France. On vend 50 000 véhicules et on en répare surtout 200 000. On est 1500 collaborateurs et on fait un chiffre d'affaires d'environ 900 millions d'euros. Ce qui est important au-delà des chiffres, en fait, c'est de se dire que oui, on vend des véhicules. Alors effectivement, nous, on est plutôt sur le neuf, même si de temps en temps, notamment sur tout ce qui va être sportif, on voit un petit peu et on travaille un petit peu plus le classique, mais effectivement, on est plutôt sur le neuf. Ce qui est vraiment important, c'est qu'on essaye d'être humain dans notre approche, si tu veux, et on va parler après de la mixité autour, mais on essaye en fait de toujours avoir cette valeur familiale et moi, j'attache vraiment une attention particulière au bien-être des collaborateurs comme un moteur en fait pour faire avancer l'entreprise. Alors, pour répondre à ta question sur est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des belles surprises, alors oui, heureusement. Alors après, en qualité de directrice, je pense que j'ai forcément un biais, d'accord. Maintenant, je ne veux pas botter en touche. C'est vrai que pour en arriver là, ça n'a pas toujours été facile. On peut dire que, et encore maintenant, c'est quand même à la tête des constructeurs, des distributeurs, des équipementiers, c'est plutôt des hommes. Et parfois, j'ai cumulé quelques handicaps, puisque quand j'ai commencé, j'étais une femme, j'étais jeune, je débutais, j'étais un peu naïve. Dans un secteur masculin, sur des organismes politiques, finalement. Mais en fait, je me suis rendu compte que je me suis plutôt parfois heurtée à une vision presque un peu old school de ce que peut être le lobbying, de ce que peut être le marketing. Et donc, tu vois, c'était moins le genre, en fait. C'était plus parfois sur mon métier même, en fait, qu'il pouvait y avoir un petit décalage. Mais j'ai toujours vécu ces expériences, pas forcément comme des difficultés, plutôt comme un challenge, tu vois. Moi, j'essaye toujours d'aller chercher le positif, comment être crédible dans mes missions. Je pense que c'est quelque chose qu'on va partager, mais moi, je crois vraiment beaucoup au mérite, à l'exemplarité, au respect des autres et aussi au respect de soi-même. Entre nous, ma devise, c'est force et honneur. Je l'avais noté, j'étais en train de la chercher. J'écoute. Voilà, mais ça, tu vois, c'est quelque chose aussi que je peux partager avec certains de mes collaborateurs, c'est force et honneur. Voilà. Et tu vois, je travaille beaucoup, hein, bien sûr, parce qu'il a fallu trouver sa place, mais pour trouver sa place, je pense qu'il faut faire sa place, prendre des risques, en fait. Et tu vois, en fin d'année dernière, on a sorti sur YouTube une web série qui s'appelle LS Group sur 10 épisodes sur qui nous sommes, en quoi nous croyons. Et le premier épisode de cette web série s'appelle Nouvelle Voie. Et on explique dedans que pour avancer, il faut souvent avoir le courage de sauter de la falaise, prendre son envol. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et du coup, je trouve que c'est presque finalement plus une question de caractère que vraiment de mixité dans l'automobile. Ouais. En fait, ce que tu es en train de dire, c'est que homme ou femme, à partir du moment où on demande à des gens
quand on propose des postes, ou en tout cas, il y a des postes à manager, c'est plutôt les compétences et sa personnalité qui doit être mise en avant, en fait. Oui, tout à fait. Ouais, vraiment, je partage à 100%. Pour moi, la formule magique, c'est pas de travailler pour un homme ou avec un homme ou pour une femme ou avec des femmes. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des femmes. Moi, je trouve que je travaille pour une personne, que ce soit un homme ou que ce soit une femme, et cette personne, il faut qu'elle me donne du sens, finalement, et que je lui donne aussi un sens, avec, j'espère, toujours beaucoup de bienveillance. Mais je pense que c'est ça un petit peu le petit grain qui fait tourner la machine. Alors, il nous reste 2 petites minutes, Delphine. Ouais. Comment tu pourrais... qu'est-ce que tu aurais envie de dire, par exemple, une femme qui voudrait travailler dans cet environnement ou simplement conduire, parce que parfois, quand j'entends « j'ose pas conduire », alors je vais pas parler de la Bugatti, hein, évidemment, mais parfois, elles se mettent des limites, mais même en achetant une voiture. Quand moi, j'ai travaillé le sujet, on dit, et sans aucune péjoration, oui, je peux acheter ou conduire une voiture un peu classique telle qu'on les connaît, mais dès que je vais commencer à monter dans du premium ou du luxe, je ne vais pas oser. Elles vont se mettre des barrières. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour leur dire, mais si justement, oser, parce que, et ça va aussi bien sur les modernes que les classiques, parce que les classiques, elles n'osent pas, elles disent, mais non, mais c'est trop compliqué à conduire, je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes? Alors surtout, on va leur dire d'oser. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a de plus en plus de vendeuses. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant, c'est monsieur qui prenait la décision de l'achat du véhicule et aujourd'hui, on se rend compte que pas du tout. 50% de nos clients sont en fait des clientes. Et donc, du coup, les femmes savent aussi parler aux femmes. Elles savent parler aux hommes, elles ont bien travaillé leurs produits, mais elles savent aussi parler aux femmes. Alors toi, je sais que tu as une petite passion pour Alpine. Moi aussi, c'est ma marque de cœur. Je crois qu'il faut oser parce qu'aujourd'hui, les femmes, elles ont aussi envie de se faire plaisir, et que ça soit dans le véhicule du quotidien que dans le véhicule sportif. Et vraiment, il faut oser, voilà. Bon, après, c'est aussi ce qu'on disait, un petit peu une question de caractère, mais voilà. Je pense aussi que tout ça, alors peut-être, et après, ça c'est une réflexion plus personnelle, mais ça vient aussi dans l'éducation. Tu vois, je vois aujourd'hui, donc moi j'ai une petite fille de 8 ans, je parle beaucoup de mon job évidemment à la maison, et tu vois, déjà là, elle a déjà envie, je l'emmène en concession, voilà, ça, évidemment, mais tu vois, je l'emmène en concession, elle commence déjà à parler automobile, et surtout, je vais lui enseigner une de mes valeurs, c'est la liberté. Et aujourd'hui, quoi d'autre que l'automobile peut être synonyme de liberté? C'est un très beau mot de la fin, Delphine. Connaissant certaines personnes qui nous écoutent, je crois que le mot de la liberté, c'est pour les femmes un mot très très fort. Merci beaucoup, Delphine. Je t'en prie, merci à toi, Christy. Ouais. Alors, comme on l'a dit, hein, l'automobile, c'est masculin, féminin, et l'idée, c'est pas d'avoir des discours féministes en disant il faut qu'on fasse notre place, il faut oser, etc. Je pense que c'est complémentaire d'évoluer dans ce secteur. La preuve, c'est que les femmes ont inventé des choses extraordinaires. C'est juste peut-être de les replacer les femmes dans le monde de l'automobile peut-être à leur juste place, et pas de dire, comme je peux l'entendre, les femmes sont l'avenir de l'automobile. Non, les hommes sont l'avenir, ou en tout cas ont été l'avenir de ce qu'ont fait les femmes. Et moi, il y a quelque chose qui me tient à cœur, c'est la mixité dans l'automobile. C'est de dire qu'aujourd'hui, on est autant capable qu'un homme d'évoluer dans cet univers. Mais comme on le disait avec François Alain qui était avec nous, merci beaucoup François, c'est que j'ai quand même malheureusement, et on a un peu partagé en off, hein, j'ai malheureusement, alors un petit message si quelqu'un travaille chez Médiamétrie, leur dire que les hommes de plus de 50 ans regardent les émissions automobiles, oui effectivement, mais so what des femmes en fait. Et parfois, je sais que tu rigoles, mais c'est ma réflexion. Et parfois, ça m'énerve parce que
je regarde le dimanche matin voilà, des émissions, je regarde Vintage Mécanique, hein, évidemment. J'ai parfois l'impression qu'on ne me parle pas. Je ne me sens pas forcément concernée quand il y a des discours de présentateurs voilà. Et je trouve que qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça? Ou est-ce qu'il faut d'abord qu'il y ait une prise de conscience en disant oui, derrière l'écran, il y a des femmes. Il y a de plus en plus de femmes. Vraiment, l'expérience montre qu'il y a des femmes. Moi, j'ai beaucoup travaillé également avec la marque Porsche, hein, donc beaucoup de femmes porschistes, entre autres, mais qui disent, mais moi, je ne me sens pas concernée. Donc voilà, donc François, c'est pour ça que je voulais, et je te remercie infiniment d'intervenir, parce que je voulais montrer que l'automobile, c'est la mixité. Donc la mixité des modernes qu'on vient de voir, mais la mixité des classiques. Et comment faire pour que les femmes s'intéressent de plus en plus, je dirais, aux classiques, mais qu'elles se sentent considérées dans le classique. Et c'est ça qui m'intéresse, d'avoir ton témoignage. Écoute, moi, sincèrement, je pense que Voilà. c'est quelque chose qui évolue très positivement depuis quelques années. Est-ce que, pardon François, excuse-moi, juste te présenter 2 secondes parce qu'effectivement, bon, je pense que tout le monde te connaît, mais comme je sais qu'il y a 2-3 personnes qui ne le savent pas vraiment, Absolument. Ça m'intéresse que tu te présentes. Merci. Donc moi, je suis journaliste automobile depuis 1989, ce qui ne me rajeunit pas. Donc j'ai 54 ans et je suis depuis toujours passionné par l'automobile, mais pas que, et notamment par la voiture ancienne. Donc, moi, j'ai commencé par la voie classique de la presse écrite automobile spécialisée voiture ancienne. Donc j'ai bossé pour plein de canards au titre évocateur comme Rétroviseur, Auto-Rétro, La Vie de l'Auto, Autopassion, Rétromania et j'en passe. Ensuite, j'ai fait un peu, en parallèle, j'ai fait un peu d'édition. J'ai écrit des bouquins pour des maisons comme Hachette, ETAI, EPA et ma propre maison d'édition que j'ai fini par monter en 2000, où j'ai édité aussi des bouquins pour les autres, enfin les bouquins des autres, et notamment sur l'automobile, mais pas que. Et puis, j'ai commencé en télé automobile en 98 avec Dominique Chapat, avec qui d'ailleurs je collabore toujours régulièrement. On fait encore des trucs ensemble avec grand plaisir. Et puis donc l'aventure Vintage Mécanique, elle a commencé en 2015. Et donc moi j'étais très content puisqu'évidemment ma passion perso c'est plutôt le classique. Mais bon, j'ai fait aussi pendant longtemps de la presse classique, j'ai fait de la presse retail, j'ai fait plein de choses. C'est-à-dire comme ça que j'ai fait connaissance il y a quelques années avec Delphine ou avec Maud ou avec d'autres gens qui nous écoutent, parce que je me suis intéressé à la distribution automobile. Et c'est vrai que dans les journalistes, on est assez peu à s'intéresser à la distribution automobile et à avoir parlé de ça. Donc, ça m'a donné aussi une vision, je dirais, de la distribution que peu de gens connaissent, alors que c'est quand même par définition le maillon le plus important de la chaîne, puisque c'est lui qui vend et les voitures et puis qu'il y a les retours clients, etc. Et clientes, évidemment. Il est totalement manifeste que la décision d'achat aujourd'hui, elle est bien plus importante dans le côté féminin qu'avant. Je crois qu'il ne faut pas oublier que de toute manière, la démocratisation de l'automobile, notamment après la Seconde Guerre mondiale, a permis d'accéder à des tas de familles, aussi bien hommes que femmes, à l'automobile. Bon, avant, il faut être clair, on va se parler franchement, l'automobile était quand même réservée à une élite, que ce soit homme ou femme, mais c'était forcément des gens assez fortunés. Et ce qu'on appelle la deuxième voiture, donc notamment la voiture de madame, apparaît de façon courante dans les années 60. Donc, il y a des dédoublements de gamme chez certains constructeurs qui manifestent que madame peut enfin avoir sa voiture. C'est incroyable de parler comme ça aujourd'hui. Mais voilà, c'était un fait vrai à cette époque-là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que moi, dans cette expérience que j'ai eue par rapport notamment à la distribution, c'est de voir effectivement la place des femmes de plus en plus importante. Et c'est juste normal. Je pense que la présence de femmes comme Maud, par exemple, à la tête de concession, ou même si on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'il y a des… moi, Henri Jacques ne me dira pas le contraire. J'ai une pensée notamment pour Citroën qui effectivement a été assez en avance, qui a été la première marque à avoir une femme à la tête d'un service compétition, Marlène Coton-Volguen-Singer. Voilà, c'est des tas de détails qui sont importants parce que ça montre qu'aujourd'hui, on ne devrait même plus avoir à se poser la question si c'est un homme ou une femme. L'important, c'est que ce soit quelqu'un de compétent et de passionné. Et à la limite, savoir si c'est un homme ou une femme, je dirais le combat sera gagné le jour où on ne se posera même plus la question. Pour moi, c'est une évidence. Maintenant, bon, voilà, ensuite, c'est comme ça. Et pour faire un petit clin d'œil à votre passion, à Christy
Delphine sur la marque Alpine. J'ai eu la chance, là, il y a quelques jours, d'être le parrain avec Jean-Louis Schlesser, donc, qui évidemment est quelqu'un de plus âgé que moi, mais qui est aussi quelqu'un de surtout très marquant dans l'automobile parce qu'il a été pluridisciplinaire, d'un rallye féminin qui s'appelait le Wonder Rally, qui avait lieu dans la région de Lyon, et j'y suis allé en Alpine. Voilà. En Alpine moderne, pour une fois. Donc, non, mais bien sûr, c'est évident. Pour moi, il est évident que c'est une question qu'on devrait même plus se poser. Et pour aller justement dans le sens du classique et des émissions de télé, alors oui, effectivement, pour l'instant, les médiamétries et compagnie montrent qu'évidemment, c'est un public majoritairement masculin. Mais ce qui est très important, parce que nous, on a des comment dire, des thermomètres réels. C'est-à-dire que moi, quand je suis dans des salons comme Retromobile où on fait des stands ou dans des manifs à droite à gauche, au Mans, à Montlhéry ou n'importe où, il y a de plus en plus de nanas qui viennent témoigner qu'elles regardent ce genre d'émission, qu'elles adorent, que parfois elles poussent leur mari du canapé pour prendre sa place. Moi, j'adore. Quand on me dit ça, je suis super content parce que ça veut dire que notre public s'élargit et tant mieux. Et aussi d'enfants. Et ça, moi, j'y suis très accroché parce que je pense que l'univers de la voiture ancienne doit absolument se renouveler. Et quand j'ai des gamins, petits garçons ou petites filles, qui viennent me voir et qui me disent, voilà, on a vu telle émission, c'est super, pourquoi ça se passe comme ci, pourquoi ça se passe comme ça, c'est extrêmement important, je pense, qu'on ait des enfants qui ne soient pas élevés dans un bain autophobe, parce que même si, bien sûr, on fait tous des efforts pour la préservation de la planète, l'automobile, c'est effectivement une forme de liberté, et notamment de la liberté des femmes dans l'histoire. Donc, il y a une certaine logique, je dirais, à préserver tout ça. Il y a une passion réelle des Français et des Françaises pour l'automobile historique et les marques et tout ce qui peut exister en club, en magazine, etc. Et on le voit très bien, les rallyes féminins, les rallyes mixtes, etc., prouvent que de toute manière, on devrait ne plus se poser la question homme ou femme. C'est, voilà, tout le monde aime ça et peut partager cette passion. Donc ça, pour moi, c'est super fondamental et super important. Et puis, moi, j'ai l'impression quand même que globalement, la question se pose de moins en moins. Donc, c'est très bien, parce que si on la pose de moins en moins, c'est qu'elle est de plus en plus normalisée, habituelle, automatique. Et donc, il n'y a plus pour moi, enfin, il y a de moins en moins ce problème d'hommes-femmes. Il y a effectivement beaucoup de femmes qui sont rentrées, notamment dans la distribution, dans les vendeuses, etc., et qui sont souvent plus performantes que les hommes au salon de l'auto, quand ça existait encore. Vous savez, c'est un truc qui avait lieu porte de Versailles il y a quelques années. J'ai peur que ce soit un peu terminé, que ce soit du passé, parce que les choses évoluent, mais il y a eu beaucoup notamment, je me souviens, j'ai un souvenir très précis dans des marques italiennes bien connues, où il y avait des vendeuses, des nanas, qui étaient mais carrément plus performantes que les hommes. Donc voilà, c'est un faux débat. C'est-à-dire que je pense que quand on est passionné, on est passionné. Et le fait qu'on soit un homme ou une femme, c'est presque annexe. Il faudrait que ce ne soit plus sujet d'une remarque, en fait. Le jour où c'est plus sujet d'une remarque, on s'en fiche de savoir si c'est un homme ou une femme. Voilà, l'important, c'est que les gens soient passionnés. Et puis l'histoire prouve que de toute manière, voilà, le cheminement logique se fait petit à petit. Et alors évidemment, le seul truc, c'est que dans les usines, à l'époque, je dirais, d'Émile Zola et la suite, oui, c'était pour des raisons purement physiques, plutôt des hommes, bien sûr. Mais ce qu'on a évoqué vite fait en début de réunion, là, c'est que quand il y a eu les deux guerres mondiales, on a bien vu tout de suite que la femme était absolument logique à remplacer les hommes qui étaient partis au front. Donc, ça prouve bien que, voilà. Je vais rajouter un peu dans tout ce que tu as dit, et là je te rejoins. Moi, quand je m'intéresse effectivement à ce sujet sur la place des femmes dans l'automobile, moi j'ai beaucoup travaillé sur l'évolution sociale et sociétale de la femme dans notre société. Et pour revenir à ce que tu disais, rien quand on voit déjà comment les femmes ont pu accéder au permis de conduire. Elles ont mis des années et des années pour accéder au permis de conduire, parce qu'à l'époque, c'était quand même, même encore aujourd'hui, c'est quand même un coût de passer son permis de conduire. Et après, effectivement, il faut acheter la voiture. Sauf que, et quand on regarde cette courbe et sur la courbe d'évolution des femmes à des postes qui leur permettent de s'émanciper financièrement,
parce que c'est ça en fait. Et c'est très marrant de voir ces courbes-là et de se dire, ben oui, effectivement, les femmes, elles n'étaient pas présentes avant parce qu'elles n'avaient pas les moyens, ou il n'y avait pas les moyens d'avoir cette deuxième voiture, et qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est intéressant de parler parfois d'égalité homme-femme sur un plan aussi financier, parce qu'aujourd'hui, une femme qui a un poste équivalent pourra avoir les moyens, comme un homme, d'acheter voilà, une voiture premium ou de luxe. Et c'est cette évolution qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes. Après, il y a des évolutions sociales où maintenant, il y a de plus en plus de femmes seules, indépendantes. Et puis, quelque part, moi, je suis allée sur un rallye féminin il y a quelques années, et qui dit, mais attends, ta voiture, c'est autant la mienne, hein, parce que c'est l'argent du ménage. Donc, elle sent aussi, et je trouvais ça très sympa, cette petite anecdote, parce que oui, effectivement, c'était un achat de ménage, et la femme, elle a eu cette réaction que j'ai trouvée top. Et du coup, ça permet effectivement cette émancipation. Alors, est-ce qu'on s'en rend compte? Parce que nous, on est un peu dans cet univers-là, mais je me rappelle de cette journaliste qui t'avait interviewé, et on avait l'impression d'être dans deux mondes différents, comme si elle tu vois la journaliste à qui je fais allusion. Oui. Et quand en radio. Ouais. Oui. Et quand elle t'a posé des questions, je trouvais que déjà les questions, elles étaient, mais en 2021, comment on peut poser ce type de questions, puisque c'était des questions, est-ce que les femmes sont présentes dans l'automobile? Est-ce que les femmes s'intéressent à l'automobile? Donc tu vois qu'il y a des gaps entre quand on est dedans, on vit dedans, et puis quand on est à l'extérieur, en fait. Je suis tout à fait d'accord. Ce qui, moi, me semble surréaliste, mais ça, c'est une question de génération, c'est que quand on s'aperçoit que les femmes ont eu le droit, entre guillemets, de passer le permis de conduire relativement tôt. Et quand on voit qu'elles ont attendu l'après-guerre, l'après-seconde guerre mondiale pour avoir le droit de vote, et qu'elles ont attendu les années 60 pour avoir le droit à un compte bancaire commun sous l'autorisation du mari, et on rêve. Ça prouve que la liberté que représentait l'automobile, elle, paradoxalement, était bien plus libérée beaucoup plus tôt que la vie de couple et la vie de ménage. Voilà, quand on se dit que les femmes ont pu avoir le permis de conduire, et heureusement, pratiquement dès les débuts dès les débuts de l'automobile, alors qu'on se posait la question de savoir si elles avaient le droit au droit de vote, et qu'il a fallu attendre 47 pour que De Gaulle signe le décret. Et on rêve. Enfin bon, c'est hallucinant, quoi. Voilà. Et c'est pour ça que c'est passionnant, le sujet de l'automobile. Oui. Le féminin dans l'automobile, c'est que, en fait, une petite anecdote également, je crois que c'est en 2018 où l'Arabie Saoudite a autorisé les femmes de conduire une voiture. Ah oui, c'est super récent, c'est pareil. Alors ça, c'est pour d'autres raisons, mais enfin d'autres raisons, oui, enfin, c'est des raisons politico-religieuses, machin. Mais oui, nous, ça nous paraît dingue. Je veux dire, c'est moi, j'appartiens à même si je suis plus très jeune, j'appartiens à une génération où ça me paraît dément. Enfin, voilà quoi. Ça me paraît dément l'autre jour, il y avait une émission à la télé qui parlait de ça. On rappelait que les femmes ont eu le droit d'avoir un compte bancaire avec l'autorisation de monsieur. Mais c'est un rêve, quoi. Ça a marqué ça. Oui, effectivement. Et encore, il y aurait plein de jolies anecdotes. Quelles sont, toi, les initiatives perso que tu prends pour inciter les femmes à évoluer dans cet univers, ou alors d'acheter une voiture, tout simplement, parce que je pense que les femmes, elles ont, comme les hommes, mais peut-être, est-ce qu'elles ont besoin d'être un peu plus rassurées en disant, bah oui, je vais acheter une classique, mais j'ai peur que voilà, je tombe sur une mauvaise affaire, ou… Ouais, mais je pense que là, en fait, pour moi, enfin, je fais partie de ceux qui pensent qu'il faut pas qu'il y ait il faut pas entretenir un problème qui n'en est pas un. C'est-à-dire que il y a bien sûr des gens qui demandent conseil, et quand je dis des gens, c'est aussi bien des hommes que des femmes. Et je pense sincèrement que c'est plus trop un souci. Moi, je connais beaucoup de familles, en fait, de couples, par exemple, où l'homme est autant partie prenante que la femme, et vice versa. La collection se partage dans les deux sens. Et la question se pose même plus, c'est-à-dire que c'est les deux voitures, où les voitures appartiennent à plusieurs personnes à la fois au sein de la famille, et puis un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Il y a même, le débat se pose même plus, en fait. Et c'est ça qui est important et qui me semble essentiel. Ensuite,
j'ai effectivement le sentiment, quand on fait des émissions, qu'on aimerait, nous, avoir plus de femmes dans l'émission. Bon, et je parle pour la mienne, mais je pense que c'est le cas dans les autres émissions aussi. Alors je trahis un secret, mais dans la prochaine saison qu'on va commencer en tournage dans pas très longtemps, on va sans doute avoir un garage 100% féminin et un automobile et un garage 100% féminin moto. Bon. Mais on ne fait pas du forcing, c'est parce qu'il se trouve qu'on a sympathisé avec des gens qui nous plaisent bien et on espère pouvoir les faire tourner là-dedans. Mais ça me gêne presque parce qu'on ne devrait pas se poser la question. C'est-à-dire que, bien sûr, je serais très content qu'il y ait plus de nanas dans les restaurateurs de l'émission. Il y en a quelques-unes, pas beaucoup. La parité, on en est loin, c'est clair. Malheureusement, c'est aussi le reflet de la réalité aujourd'hui. Mais je pense sincèrement que dans la voiture ancienne, il y a de plus en plus de femmes qui s'y intéressent. Il y a, là, on a fait toute une émission au Garac, donc qui fait les formations carrosserie mécanique avec des jeunes qui passent des BEP, des CAP, et des diplômes, des bacs techniques, etc. C'était génial parce que vraiment, on a senti une passion et je trouve qu'il y avait pas mal de jeunes femmes qui étaient là-dedans et qui sont hyper intéressées par ce qu'elles font, et notamment dans le classique. Donc ça, c'est un très bon signe. Il y a eu des écoles comme le CNVA où j'ai fait aussi des trucs avec eux. Bon, voilà, je pense qu'il y a des reconversions aussi, ça c'est manifeste. Donc ces reconversions-là, il y a aussi des femmes. Quand j'avais fait un truc avec eux il y a 3-4 ans, j'étais tombé sur une nana qui devait avoir 40-45 ans, mère de famille, qui bossait, je crois, chez Unilever avec un haut poste à responsabilité. Et puis à un moment donné, elle en a eu marre. Et elle s'est dit, j'arrête tout, j'ai envie d'apprendre la restauration des voitures anciennes. Et elle a fait une reconversion complète et elle s'éclate là-dedans. Et c'est génial, j'adore. Enfin, je trouve ça extra d'avoir le culot. Et on ne se pose même plus la question si c'est un homme ou une femme, justement. Il faut qu'on ne se pose plus la question. C'est quelqu'un, voilà, je préfère ce terme-là, c'est quelqu'un qui tout à coup s'est dit, allez, j'ai eu une belle carrière de cadre bien payé. Et en fait, je m'ennuie. Ce n'est pas ce que je voulais faire finalement. Et elle a fait cette reconversion où elle a découvert un univers dans lequel je pense que, alors j'ai pas de nouvelles récentes, mais dans lequel je pense qu'elle s'éclate, et c'est canon. C'est ça l'intérêt de la chose. Et si en plus c'est une nana et qu'effectivement ça prouve que c'est de plus en plus féminisé, génial. Je suis entièrement d'accord. Alors j'avais un petit joke. Est-ce que si tu étais accompagnée d'une présentatrice féminine, il y aurait plus facilement des femmes derrière l'écran? Peut-être, je ne sais pas. Bon, moi, il est clair que j'ai pas été choisi parce que j'étais un mec ou une nana. J'ai été choisi par mon CV et par ce que j'ai fait avant. C'est assez logique. Mais bien sûr, ça aurait pu être une nana qui prenne cette place-là, ou peut-être une co-présentation, pourquoi pas. Alors, il se trouve que manque de bol, moi, je suis le seul présentateur, mono-présentateur de ce type d'émission, puisque mes petits camarades sont généralement deux. Bon, ça, c'est un choix, parce qu'en fait, nous, comme on a des restaurateurs dans l'émission, moi, je suis le chef d'orchestre, je suis monsieur Loyal. Mais effectivement, oui, on pourrait, bien sûr, au contraire. Et donc, l'année prochaine, quand on va avoir des nouvelles restauratrices, je suis au contraire très content parce que ça va un peu féminiser cette ambiance. Je ne peux pas dire macho parce que nous, dans cette émission-là, on est quand même beaucoup dans l'autodérision et dans la blague. Donc, on peut pas. Je ne pense pas qu'il y ait de vrais machos dans l'équipe de Vintage. Il y en a peut-être un ou deux, mais pas beaucoup. Alors, c'est ce que j'allais te dire parce que dans l'équipe de Vintage, il y a aussi toi qui porte cette émission et c'est pas un secret de dire que tout le monde reconnaît ta générosité. Je crois qu'il y a d'autres émissions où c'est quand même assez genré, très compliqué d'y rentrer, c'est notre chasse gardée, l'automobile, c'est pour certains encore peut-être leur univers. Et je pense que voilà, c'est des personnes un peu comme toi qui va faire en sorte que, oui, effectivement, c'est possible et on peut s'intéresser en confiance, parce que c'est ça aussi le maître mot, c'est la confiance. Et j'avais une dernière question. Est-ce qu'il existe des voitures classiques pour femmes? Moi, je pense pas, parce qu'en fait, alors oui, on a souvent dit, voilà, je sais pas, l'Austin Mini, c'est une voiture de nana, la Fiat 500, c'est une voiture de nana. Bon,
Moi, je roule en Fiat 500, ça ne me pose aucun souci. Hein. Je veux dire, j'ai toujours adoré cette voiture et je ne me suis jamais posé la question de savoir si c'était une voiture d'homme ou une voiture de femme. Parce que moi, justement, je trouve que ce qualificatif n'a pas de sens. Alors ensuite, c'est vrai qu'il y a des femmes, je dis souvent le mot nana, mais ce n'est pas péjoratif, au contraire, c'est bienveillant, je sais. C'est bienveillant. Il y a beaucoup de nanas qui aiment bien finalement des voitures entre guillemets, souvent considérées comme des voitures d'hommes. Je pense que Maud en dira quelques mots après, puisqu'elle a la chance d'être patronne de concession Porsche, et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui aiment les Porsche, ce que je partage aussi d'ailleurs, et Maud le sait, puis le petit truc derrière moi laisse supposer qu'a priori je suis pas étranger à cette marque-là, que j'aime bien aussi. Mais oui, bien sûr, mais je pense qu'il n'y a pas de... Je pense qu'il y a, et heureusement, il y a tout pour tout le monde. Je crois vraiment, et tant mieux. J'avais fait un reportage il y a 15 ans sur une manifestation qui a lieu pratiquement tous les ans à Montlhéry avec des Bugatti et des voitures d'avant-guerre, et où il y avait beaucoup de nanas, alors qui étaient peut-être des femmes d'eux ou des filles d'eux, mais ça, c'est pas grave, c'est pas gênant. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, acheter une Bugatti, mathématiquement, une nana de 25 ans ne peut pas s'acheter a priori une Bugatti, enfin une Bugatti de Grand Prix des années 30, hein, je parle. Ni même la Bugatti actuelle, je pense que Delphine sera d'accord, c'est un certain budget, mais elles avaient un vrai kiff, un vrai plaisir à conduire ces voitures, qui étaient peut-être la voiture de leur papa ou autre, mais tant mieux, c'est génial, c'est aussi ça la transmission, et la transmission auprès de jeunes, sans se dire c'est un garçon ou une fille. C'est ça qu'il faut, c'est pas se poser la question, c'est mon enfant, que ce soit un garçon ou une fille, aime ou n'aime pas, point, basta. Pour moi, c'est ça. C'est exactement ça, donc on revient sur le mot de la liberté de choisir. Hein, je crois que ça va être le maître mot de voilà. La liberté de choisir, la liberté de conduire. Et donc, merci beaucoup, François, parce que c'est intéressant d'avoir ce mixte. Là, j'avais vu dans le petit chat, effectivement, il y a un couple ce soir. Il y a un homme et une femme qui sont ensemble et qui nous écoutent. Et moi, je trouve ça top parce que c'est vraiment l'idée de ce partage. Donc, voilà, tu as parlé de Maud. Maud, bienvenue. Merci, bonsoir à tous. Bonsoir Maud, merci beaucoup d'être là avec nous. Voilà, François a un petit peu parlé de toi, mais je veux bien effectivement que tu te présentes et que tu expliques un peu le joli rôle que tu as dans cette marque. Merci Maud. Donc Maud, j'ai 36 ans. Et depuis 5 ans, je suis la directrice d'un centre Porsche. On n'appelle pas ça une concession chez Porsche, on appelle ça un centre Porsche. Donc, je suis directrice du centre Porsche de Roissy, qui est un centre Porsche qui compte 38 âmes. Voilà, ça va faire 5 ans. Je suis un enfant du retail. Moi, j'ai toujours grandi dans la vente automobile. J'ai pas été une fille d'eux, comme j'ai beaucoup souffert que les gens en pensent pendant tout le début de la carrière. Et comme beaucoup de femmes qui sont dans l'automobile, où on se demande si elles sont là parce qu'elles sont la fille de quelqu'un ou la bru d'un concessionnaire ou quelque chose comme ça. J'ai commencé stagiaire dans une concession Audi en Savoie, parce que je suis de Savoie. En alternance avec un parcours automobile, puisque je suis issue d'une formation du GNFA, qui est un groupe national pour la formation automobile. Donc, j'ai été alternante pendant 1 an chez Audi. J'ai été titularisée vendeuse pendant 8 ans. Ensuite, en fait, c'est une évolution très classique, finalement, chef des ventes, toujours au même endroit en Savoie, pendant 3-4 ans, et ensuite à la direction chez Porsche à Roissy. Donc finalement, c'est un parcours qui est parfaitement normal et parfaitement classique. Alors, je modère, je mettrai un petit bémol quand tu dis que c'est un parcours parfaitement normal et classique. C'est quand même un très beau parcours. Moi, voilà, je me permets de le dire. C'est un très beau parcours parce que tu as évolué effectivement de par tes compétences et ton professionnalisme. Et du coup, est-ce que ça a été compliqué, tu trouves, ou est-ce qu'il y a vraiment eu des barrières? Parce que tu es jeune hein, et avec toute l'expérience aujourd'hui de diriger un centre comme celui de Porsche à Roissy, il y a quand même des étapes qui ont dû être passées. Et est-ce qu'à un moment donné, on a dit non, on ne va pas lui donner
cette progression-là parce que c'est une femme? Ou est-ce que tu t'es Non. battue plus que les autres, en fait? Alors, ça, c'est une évidence et c'est une certitude. À chaque fois que je suis intervenue dans des écoles de vente ou des choses comme ça, quand m'adressais aux filles qui étaient présentes, je leur dis, dites-vous bien que ce sera plus dur pour vous que pour les autres. Quand vous vous maquillez le matin, dites-vous que pour qu'on pense la même chose de vous qu'un homme, va falloir en faire plus. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut choisir un autre métier. Parce qu'on va dans un milieu masculin pour y travailler et pour se battre sur le même ring avec des hommes. On sait que ce sera plus dur. Après, c'est le côté excellent d'aller justement sur ce challenge. Delphine le disait tout à l'heure, c'est ça qui est motivant. C'est ça qui est extraordinaire. Des difficultés, j'en ai rencontré. Je pense que je pourrais écrire un livre. Et souvent, comme je dis, si j'avais su que ça allait être si dur, je ne suis pas sûre que j'y serais allée. Quand tu dis que c'est dur, c'est de prouver que tes compétences, ou justement, on ne va plus sur les compétences, mais on va sur des domaines qui sont de l'ordre du féminin, on ne ferait pas ça à un homme, en fait. En fait, tu sais, quand tu es dans le commerce, tu as une empathie. Sinon, tu n'es pas dans ce métier-là. Et ce qu'on appelle trivialement de faire l'éponge. Tu sais, quand tu ressens ce que les gens, le non-verbal. Et d'aller dans le showroom, le schéma classique. Un client va à l'accueil. Bonjour, je voudrais voir un commercial. Pas de problème, je vous appelle quelqu'un. Et là, tu as Maud qui arrive. Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous renseigner? Ah, j'avais demandé à un commercial. Tu lis dans le regard des gens qui sont déçus. C'est pas grave. Tu rigoles, tu prends ça à la rigolade et ça y est, on passe à autre chose. Mais tu as cette déception des clients hommes quand ils voient une femme arriver pour les conseiller sur l'automobile. En plus, chez Audi, qui est quand même une marque qui s'adresse déjà à des gens qui aiment l'automobile. Quand on te pose une question technique, où tu réponds, parce que là où tu sais que tu as réussi, c'est quand tous tes homologues masculins t'appellent pour avoir des informations sur le produit. Tu réponds à la question, plus ou moins technique, et tu vois que le client, il doute, il ne te croit pas, tu le ressens. Donc, tu prends le catalogue, tu dis, voyez, monsieur, voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est ce genre de petites choses qui sont rien, si tu veux. Mais c'est des petites poussières que tu rencontres. Il faut juste le savoir. Tu passes à autre chose. Tu as tous les côtés extrêmement exaltants de ce métier, les objectifs, les challenges, etc., qui te font grandir professionnellement et personnellement à vitesse grand V. Mais oui, c'est compliqué. Le retail pour une femme, dans l'automobile, et plus tu montes en gamme, donc le premium et le luxe, tu en parlais tout à l'heure, et plus c'est difficile. Est-ce que du coup, tu as songé à laisser tomber? Jamais. Voilà. Jamais. Non, jamais. Et les femmes qu'on voit dans l'automobile, il y a de plus en plus de vendeuses, c'est une certitude. Les chefs des ventes, encore pas beaucoup. Des directrices, faut qu'on arrive à les compter. Mais si tu veux, les vendeuses, quand on les croise dans l'automobile, c'est qu'elles sont très bonnes. C'est qu'elles sont très bonnes. Et c'est ça qui est le côté un peu sympa et le côté excitant de ce métier. C'est quand tu commences à ressentir que les hommes ne disent pas, ils se méfient de toi. Parce qu'ils se disent, ils nous mettent une vendeuse dans l'équipe, on a peut-être du souci à se faire. Et ça, c'est le genre de choses qu'on vit tous les jours. Quand tu es commercial, quand tu es chef des ventes un petit peu. Et à la direction, la direction, c'est complètement différent. La direction, on a une acceptation parce que la légitimité qu'on n'a pas en tant que femme lorsqu'on est commercial, on l'a quand on est à la direction. Parce qu'on devient légitime aux yeux des hommes quand on a un poste à responsabilité. Et plus tu montes en responsabilité, et plus tu es légitime par rapport aux hommes. Puis en plus, si tu es blonde et que tu es jeune, tu as tout gagné. Et si tu veux, effectivement, on gagne en légitimité quand tu montes en grade, tout simplement. Mm. C'est tout.
Et du coup, le fait maintenant voilà, que tu diriges ce centre, est-ce que tu as l'impression, parce que tu es la seule femme directrice d'un centre Porsche, est-ce que ça peut donner envie aux femmes de te... Alors désolée si certains vont m'entendre, mais est-ce que ça peut donner envie aux femmes de confier à ton centre leur voiture? Alors, en fait, c'est finalement la question, on ne se la pose même pas. Pourquoi? Parce qu'à Roissy, si on n'est pas le deuxième, on doit être le troisième plus gros centre du pays. D'accord. On vend 450 Porsche par an, neuve et occasion. Je ne suis pas sûre de pouvoir te donner 4 noms de femmes qui en achètent tous les ans. Donc, est-ce qu'elles ont plus de facilité à nous confier la voiture? Je ne sais pas, c'est tellement un échantillon, et pour le coup, le mot échantillon, il est bien choisi. Je ne sais pas. Et du coup, qu'est-ce que... bon, moi, j'ai un peu d'expérience chez Porsche pour avoir travaillé sur ce sujet-là. Ce qui leur sortait, c'est justement de rentrer dans une concession premium ou luxe. Il faut oser. Et on revient sur ce mot-là, il faut oser rentrer parce que c'est comme si on n'était pas légitime et comme si ce n'était pas pour nous, en fait. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Moi, j'ai des idées, mais rentrer dans une concession et de voir ces belles voitures, bon après, parce qu'effectivement, si on y va, c'est qu'on aime ça, mais ne plus, comme le disait François tout à l'heure, mais il ne faudrait plus qu'il y ait ce type de questions. Est-ce que c'est la formation des vendeurs? Est-ce que c'est l'approche globale du métier? En fait, je ne suis même pas certaine que l'action à faire, elle doit venir de nous. Alors oui, nous, on crée et on multiplie les événements féminins. On parlait de rallye. On a fait, tu le sais, le premier rallye Porsche Ladies l'année dernière, il y a 2 ans. Voilà, on essaie de faire ce genre d'événement pour que les femmes se sentent à l'aise. Pour plein de raisons. Je parlerai peut-être après, si tu le souhaites, des track days, donc des circuits, des sorties circuits. Les femmes, et je crois que c'est François qui le disait tout à l'heure, la quasi-majorité des postes à responsabilité en France sont occupés par des hommes. Donc, c'est eux qui ont le pouvoir d'achat. Donc, déjà, pour passer la concession Porsche, il faudrait que les femmes aient le pouvoir d'achat des hommes et pour ça, il faudrait qu'elles aient accès à des postes à responsabilité. Donc là, déjà, on remonte un petit peu plus haut. Ensuite, et moi, je le vis tous les jours, quand je suis au volant de ma Porsche, puisque j'ai la chance d'avoir une voiture de fonction et de rouler en 911, systématiquement, le regard des gens, c'est la Porsche de son mari. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il lui a prêté. Tu sais quoi, quand je sors du restaurant le soir et j'ai un homme à côté, mais tu es sûr que tout le monde se dit, il a trop bu, c'est elle qui conduit. Ouais. Mais c'est voilà. Après, c'est culturel. On en rigole parce que voilà, c'est culturel. Donc ensuite, effectivement, fabriquer des événements, multiplier les opérations pour faire venir les femmes, oui, notamment dans la marque Porsche, mais chez tous les constructeurs, on voit depuis, je ne saurais pas dire, peut-être 2 ans, 3 ans, 5 ans, de plus en plus de communication tournée au féminin pour les femmes dans l'automobile. Mais alléluia. C'était en 65 les comptes en banque. Il faudrait peut-être s'occuper de savoir qu'elles aussi peuvent acheter des voitures. C'est comme les magasins de luxe à Paris qui ont découvert avec le Covid qu'il y avait des clients en France. On ne nous a jamais accueillis, les clients français, chez Vuitton, tant qu'il y avait des Chinois à Paris. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, ah oui, tiens, il y a des clients à Paris, des Français. Mais voilà, donc peu importe. L'important, c'est de le savoir et d'avoir effectivement des gens qui font bouger les lignes. Et la chance que j'ai d'avoir ce poste-là, c'est parce qu'aussi on m'a fait confiance. Donc, tu vois, ça remonte encore un petit peu plus haut. Les événements qu'on fait pour les femmes, il y en a plein. J'entendais mes confrères qui disaient, oui, il faudrait faire des événements pour les femmes, on fait venir des bijoutiers quand on fait des lancements de produits, etc. Et moi, je le Delphine. Quand j'entends
ça. Je me dis, OK, on va mettre des graines comme ça, les poules, elles vont venir. Non, mais un coiffeur aussi, on en parlait avec non, Christy, un coiffeur. On va faire venir des masseuses, des manucures. Non, mais voilà. Donc, les événements, ouais, on fait des rallyes 100% féminins. Quand on fait des sorties circuits, des track days, vous en organisez également avec le groupe Schumacher. J'avais demandé il y a quelques années, et maintenant on le fait systématiquement, d'avoir une session roulage femmes. Pourquoi Parce qu'il y a des femmes qui n'osent pas prendre le volant, parce qu'il y a des hommes sur le circuit. Donc on leur réserve 30 minutes. Donc 20 ou 30, peu importe. Où il n'y a que des femmes sur la piste. Elles sont rassurées. Du coup, elles prennent le volant et au moins, elles ont fait quelques tours avec la Porsche. Et puis, quand elles reviennent, elles se disent « Ok, finalement, ce n'est pas si compliqué que ça à conduire. » Pardon, je t'interromps parce qu'en fait, c'est vraiment des anecdotes incroyables que j'ai pu vivre également. Donc, l'idée également, quand tu roules en Porsche, c'est forcément la voiture de ton conjoint, de ton mari, ou si le monsieur est un petit peu plus âgé, je vais en laisser là la symbolique, mais c'est terrible d'en arriver là. Et même l'expérience que j'ai eue, qui était limite un peu dangereuse, c'est que les hommes ont besoin, certains hommes, attention, je fais attention à ce que je dis, ont besoin de se mesurer. Comme si, en fait, c'était pas possible qu'elle dépasse, ou c'est comme si c'était pas possible qu'elle aille plus vite que moi, parce qu'on revient sur le sujet, moi, qui m'intéresse dans l'automobile, c'est la sociologie et qu'est-ce que ça veut dire l'automobile, et c'est ce précaré de certains hommes également. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand on me dit oui, mais faire des rallyes ou des événements 100% féminins, parfois certains disent oui, mais justement, en faisant ça, vous créez un sentiment de vous écarter des hommes. Mais c'est pas ça, c'est que là, en plus, il y a de plus en plus de femmes qui sont seules, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, elles sont célibataires par choix ou pas, mais en tout cas, elles assument, mais c'est compliqué d'assumer, et parfois assumer entre filles, on n'a rien à prouver entre filles, si ce n'est d'être passionné, et il n'y a pas ce regard masculin qui peut être un peu gênant. Donc, il faut le voir plutôt comme quelque chose de positif, et oui, effectivement, de créer des événements où il va y avoir la manucure. Bon, je tairai le nom de la marque, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui a fait, n'est-ce pas Delphine, on en avait parlé, un événement 100% féminin avec atelier fleurs séchées et atelier manucure et coiffure. J'ai rien contre, hein, c'est peut-être très bien, sauf que quand moi j'ai créé un atelier et j'ai créé un club auto 100% féminin, hein, pour une marque, une jolie marque également, moi j'avais pris le thème des femmes dans des industries genrées. Donc, il y avait une œnologue, il y avait une chef d'entreprise, montrer que les femmes sont autre chose que coiffure et maquillage. Donc, créer des événements pour montrer qu'on est aussi capable, moi, je trouve ça top, en fait. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Après, il n'y aura jamais autant de femmes que d'hommes, parce que l'automobile, par nature, et intrinsèquement, et malgré ce qu'on voit de plus en plus à la télé depuis des années, une fille, quand elle est petite, elle veut des poupées, un garçon, il veut des voitures. Donc, il n'y aura jamais autant de femmes que d'hommes. Il y a une sensibilité déjà intrinsèque au genre de l'automobile. Mais c'est vrai qu'il y a des femmes qui reculent devant un achat, devant ce genre de choses, parce qu'elles vont être mal perçues. Après, c'est intéressant de multiplier, pas forcément les événements, mais peut-être les communications, mais des femmes de terrain. Parce que des égéries, oui, de voir des belles femmes qui descendent de voitures sportives avec des talons de 12, bien évidemment que c'est joli. Puis ça fait partie de la magie de la femme, etc. Du glamour, bien sûr. Mais oui, parce que les hommes se posent toujours la question de savoir comment on fait pour marcher avec ça. Mais effectivement, d'avoir ce côté où on a des femmes, comme le disait, j'ignorais ce que tu disais, Alain, qui avait comment on appelle ça, François, comme disait François Alain, je vais y arriver, qui avait un garage 100% femmes. C'est ce que tu disais, c'est ça? Oui, absolument. Mais c'est génial. Et de communiquer là-dessus, de voir des femmes mécaniciennes, de voir des femmes réceptionnaires, de voir
des femmes vendeuses de… Ouais, je pense si tu me permets… Ouais. Juste dire qu'il faut rappeler aux gens que Michèle Mouton a été une grande championne il y a 50 ans, ce n'était pas il y a 15 jours. Et que voilà, des gens comme Michèle et d'autres, parce qu'elle n'a pas été seule, bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui ont été grandes pilotes il y a très longtemps, à une époque qui, elle, était encore bien plus machiste qu'aujourd'hui. Il ne faut pas cesser de le répéter. Je voulais juste ajouter, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de la vente, mais alors l'après-vente, c'est vraiment aussi quelque chose… alors là, on a un peu de chemin à faire. Nous, on a beaucoup de concessions, mais donc du coup, on a 2 chefs-feu d'atelier et une chef-feu carrosserie. Alors, bon, elle raconte souvent les anecdotes que Maud peut raconter, parce qu'alors là, quand le client arrive et veut parler au chef d'atelier et que c'est une chef d'atelier qui sort, bon, on a parfois des petits regards interloqués. Mais je pense que ça, c'est hyper important et je partage, il faut communiquer dessus, il faut leur donner la parole. C'est les ailes de l'automobile et vraiment, donnons-leur la parole. C'est elles qui vont faire aussi le sens. Il faut qu'on soit aidé par les hommes, mais c'est elles aussi qui vont porter la bonne parole. Maud, j'avais une dernière question également. Est-ce que tu te vois évoluer encore longtemps dans cet environnement, ou est-ce que ou un jour tu te dis je pense que j'ai entre guillemets prouvé à moi-même, parce que on se prouve à soi-même, et que tu aurais envie d'aller dans un, comment je dire ça, dans un autre univers où en fait tu es complètement mordu de voiture, quoi. Alors, je suis plus passionnée par mon métier que par l'automobile. Voilà. Ouais. Moi, en fait, j'ai toujours été l'automobile. Tu ne peux pas évoluer dans un métier 12 heures par jour minimum quand tu n'aimes pas le domaine. Ce n'est pas possible. Donc, j'ai toujours aimé l'automobile. Mon papa m'a transmis ça toute petite. Donc, j'ai toujours aimé ça. Mais aujourd'hui, c'est plus le métier qui me passionne plus que l'automobile. Après, tu sais, quand tu es passionné par ce que tu fais, je vais dire, tu es en mode robot. Tu avances. Tu as des zones… Alors, j'ai fait beaucoup de management et tu as des zones de confort dans le cerveau et tu as des zones d'inconfort. Les zones de confort, c'est là où tu pédales vite, où c'est assez facile. Donc, tu peux aller sur de la difficulté, tu ne te fatigues pas, tu travailles beaucoup et tu es efficace. Super. L'automobile, moi, j'ai commencé à 20 ans, j'en ai 36, donc ça fait 16 ans. C'est un domaine où, en fait, tu gagnes énormément où j'ai gagné aujourd'hui beaucoup de connaissances sur l'environnement fiscal, les lois de la consommation, ce qu'attendent les clients, et j'en apprends tous les jours, les réponses à leurs interrogations, traiter les objections, les réclamations, c'est mon job aussi. Du coup, en fait, tu as tout un tas d'automatismes qui sont assez faciles à aller chercher dans ta tête. Ce qui te permet d'apprendre tous les jours un truc fondamental dans mon job sur lequel tu n'as jamais fait le tour, c'est comment faire grandir les hommes. Et d'avoir cette facilité à faire finalement ce qu'on pourrait qualifier de 90% de mon métier, c'est-à-dire l'administratif, l'encadrement, etc. Tout ça, ça ne me fatigue pas. Et je garde mon énergie pour faire grandir mes hommes. Je dis mes hommes et mes femmes. Plus d'hommes que de femmes. Et en fait, donc non, je ne me vois pas faire autre chose. Pas faire autre chose que de faire grandir les gens dans un milieu que je connais. Les aider, leur donner des raccourcis que moi, j'ai pas eu, que j'ai eu ou que j'ai pas eu d'ailleurs, mais de faire gagner du temps. Moi, je suis issue du commerce. Donc, quand j'embauche des commerciaux, je leur fais gagner du temps. Va pas là, tu vas te casser la gueule. Et ça les aide parce que je leur donne les raccourcis que moi, j'ai pas eu. J'ai embauché récemment une vendeuse. Quand je dis récemment, c'est il y a 6 mois. Je n'ai pas beaucoup de CV de vendeuses non plus qui arrivent. Après, il y a aussi des femmes qui sont comme certains hommes où tu vois le CV, tu dis non, ça ne marchera jamais. Je suis beaucoup plus dure avec elles qu'avec les hommes. Par bienveillance. Beaucoup plus exigeante, ouais, par bienveillance. Par bienveillance. Je suis beaucoup plus exigeante avec elles qu'avec les autres. Et ils ont peur d'elles. Ouais.
Merci beaucoup, Maud. En tout cas, Merci. c'est vraiment voilà, des parcours qui sont passionnants et ce qui ressort, c'est vraiment les compétences. J'ai lu un petit peu là, les conversations, c'est les compétences dans la bienveillance et les compétences dans la persévérance, en tout cas dans quelque chose qui est passionnel, hein, parce que effectivement l'automobile, c'est une passion. Et c'est ce qui ressort un petit peu de les témoignages. On me pose des questions sur, par exemple, y a-t-il, alors je ne sais pas si Maud, tu peux répondre ou quelqu'un peut répondre à la question, est-ce que cette vision de la femme dans l'automobile est spécifiquement, on va dire, franco-français, ou par exemple, je vois Annabelle qui parle de l'Angleterre, où elles sont beaucoup plus facilement présentes. Je pense à l'Angleterre, je pense aussi à la Chine, hein, parce que moi, j'avais discuté avec quelqu'un de chez Porsche, hein, qui disait qu'effectivement, en Chine, l'approche de la voiture de luxe était un petit peu différente que l'approche française. C'est comme si nous, on avait un handicap ou de montrer alors, ce luxe ou en tout cas d'oser, voilà, le problème de l'argent. Donc, est-ce que c'est franco-français, cette sensation-là, ou est-ce que, je ne sais pas si tu as cette expérience, Maud? Alors moi, je connais un petit peu l'environnement autour de l'automobile et de Porsche sur Dubaï. En fait, idem que tout à l'heure, le problème, il remonte plus haut. C'est beaucoup plus facile professionnellement d'avoir un poste à responsabilité à Dubaï qu'à Paris. Donc, automatiquement, ce qui découle, voilà. Ce qui découle, ouais. Donc, automatiquement, on est moins surpris, d'avoir une femme qui passe la porte d'un dealer Porsche à Dubaï qu'à Paris. Mais c'est incroyable, hein, si tu mets une caméra dans le showroom, si tu voyais les femmes qui passent la porte, ça revient, je pense, à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'ose pas en fait, on n'ose pas. Il faut être excuse-moi, je suis une fille du Sud, hein, donc l'expression il faut être couillu, c'est vraiment ça. Rentrer dans une concession, si on ne rentre pas, en plus, je pense que c'est un peu aussi typiquement français, hein, je suis désolée, mais si on ne rentre pas dans un certain critère physique ou dans un critère, parce que moi je l'ai vécu par exemple dans l'immobilier, si on ne rentre pas dans certaines cases en tant que femme, c'est difficile, et du coup, est-ce qu'on ne laisse pas tomber en disant, non, mais du coup, je préfère pas me compliquer la vie, ou je préfère pas essuyer un refus, donc je le fais pas en fait. Après, il y a aussi, chez Porsche, on est quand même dans un cas particulier de l'automobile qui est de l'automobile de luxe. Quand tu rentres dans un magasin de luxe pour la première fois, on ne sait pas quitter. Quand je vais faire les boutiques de vêtements, j'ai les boutiques habituelles où je rentre. Bonjour Madame Galis, posez votre sac derrière le comptoir comme d'habitude, on vous laisse faire. Quand tu rentres dans un magasin où on ne te connaît pas, quelque part, tu as envie de prouver, je parle des magasins de luxe, que tu as l'argent pour payer. Parce que les gens, ils te regardent, ils ne te connaissent pas, ils ne t'ont jamais vu. Et tu ne veux pas qu'ils aient l'a priori en disant, attends, elle fait quoi? Elle s'est perdue, est-ce qu'elle sait au moins ce que ça coûte les vêtements dans ce magasin? Voilà. Du coup, tu rentres un petit peu en mode protection, voire agressif, parce que tu as envie de dire au vendeur ou à la vendeuse, attends, moi, ce qu'il y a dans votre boutique, je suis capable de le payer. Du coup, tu as déjà une première barrière, une première carapace qui se met. Mais ça, c'est homme-femme et dans tous les magasins de luxe. Donc, il y a ce côté où tu rentres, où tu es fermé, où tu es off. Après, c'est le boulot du vendeur ou de l'accueil de te mettre sur on par tes 4 premiers mots qui vont te décoincer, t'enlever ta carapace et te dire, attends, détends-toi, viens, tu es à la maison ici, le showroom, il est pour vous, faites comme chez vous. Et du coup, il y a ça, il y a déjà ce premier cran, mais ça, c'est dans tous les magasins de luxe. Et après, il y a le deuxième cran du genre. Ça, c'est spécifique à l'automobile parce que c'est le sujet du soir. Effectivement. Je ne sais pas si parmi les personnes qui sont avec nous, est-ce que quelqu'un voudrait poser une question à Maud, Delphine ou François Alain?
Je laisse Annabelle, tu voulais peut-être poser une question, non? Si quelqu'un veut poser une question, c'est d'enlever surtout son micro. Ben après, peut-être juste si c'est une question aussi de génération ou est-ce que c'est une question, enfin... Annabelle, oui, c'est toi. Ouais. Oui, pardon. Parce que je suis en train de trouver la touche. Annabelle, on ne te voit pas. Hein, donc, moi, je sais qui tu es, mais... Ah, est-ce que c'est mieux là, comme ça? On me voit là? Ah, non. c'est ça. Hop. On me voit? Toujours pas. Ah, c'est bizarre. Ça me dit que pourtant la vidéo y est. Est-ce que je peux réouvrir et me remettre dans la... Oui, oui, oui. Reviens vers nous. Ok, je vais prendre tout de suite. Moi, je voulais simplement... Tu m'entends, Christine? Oui, Christophe, oui. Christophe Emmanuel. Je voulais simplement déjà te remercier pour c'est hyper intéressant, mais c'est beaucoup plus profond, cette histoire d'hommes et de femmes. Je pense qu'on est très, très marqué sur, et je ne le fais pas ni politique ni religieux, mais on a cette chape de plomb qui est quand même le christianisme, pour faire très court, et qui n'a pas forcément laissé beaucoup de place à la femme, ou l'a positionné différemment. Donc c'est assez ancestral en France, ce problème. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de chemin à faire, et il faut qu'on le fasse bien évidemment ensemble. Donc c'est ce que j'aime dans ce que tu proposes ce soir, c'est que voilà, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme, il y a les grands H, les grands humains, et qu'est-ce qu'on peut faire pour faire bouger les lignes. Et d'ailleurs, je te proposerai, je t'en avais déjà évoqué le projet il y a plus d'un an et demi. Je suis en train de commencer à le concrétiser, mais je vous en parlerai à tous à l'occasion, mais je t'en parlerai à toi en premier. Mais effectivement, il y a plein de choses à faire. Et c'est ça qui est enthousiasmant quand on voit ces belles personnalités. Voilà. Merci beaucoup, Christophe Emmanuel. On en avait parlé effectivement de ton projet et comme tout le monde, il y a un petit virus qui est passé par là. Ouais. Donc, c'est un peu tout décalé. Annabelle, super, on te voit, merci. Juste en Pardon, Joël, pardon. Oui, Joël, bonsoir. Bonsoir. Plus que d'ailleurs une question, c'était plus un feedback que j'avais envie de vous donner. À vous écouter, Delphine, et également Maud, j'ai l'impression que du coup, dans vos environnements, il n'y a pas de plafond de verre. Et donc, ça m'inspire vraiment de vous suivre et suivre votre évolution. Juste une chose, Joël, est-ce que vous pouvez vous présenter, Joël, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, je suis Joël Nativel, je suis coach professionnel et j'accompagne notamment les femmes voilà, dans des environnements où j'ai eu l'occasion, je l'ai mis dans le témoignage, d'accompagner une personne qui a participé au rallye des gazelles, sponsorisé par sa boîte. Et c'était un énorme défi et elle l'a relevé avec vraiment brio. Et voilà, et je trouve que ce type de challenge, ça amène vraiment la personne, et notamment la femme, à prendre pleinement sa place dans l'entreprise. Et parfois, quand elle n'arrive pas à le trouver dans un poste, un tel challenge permet de trouver un autre espace. Non pas un exutoire, mais quelque part quand même donner à voir ce dont elle est capable. Et là, j'ai trouvé ça très inspirant ce soir, tous les témoignages en termes de, dans le fond, le plafond de verre, il est aussi dans une forme de construction, mais néanmoins, voilà, il y a aussi peut-être dans cet environnement matière à aller l'explorer et puis peut-être le faire un peu exploser. En tous les cas, quand je vous écoute, j'ai l'impression que le plafond de verre a du mal des soucis à se faire. Merci. Merci beaucoup, Joël. Merci à vous. Une question, si je peux me permettre. Pour Maureen Leclerc, je suis consultante en management et je suis spécialisée en automobile. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps dans mon cabinet, c'est mon premier poste. Et une question pour Maud, vous avez parlé, alors ça peut aussi s'adresser à Delphine, ceci dit. Vous avez parlé tout à l'heure du fait que vous ne receviez pas beaucoup de CV. Comment est-ce qu'on pourrait faire pour encourager plus de femmes à postuler? Parce que ce n'est pas forcément une question de savoir qui on recrute, mais c'est d'abord au préalable de savoir combien on reçoit de CV sur la pile et comment est-ce que pour vous, on pourrait encourager plus les femmes à se lancer dans le milieu de l'automobile, qui est un très beau milieu. En fait, pour se lancer dans le milieu de l'automobile, il faut déjà un cursus scolaire et universitaire axé dans le côté technique. C'est-à-dire que, en fait, l'écrémage, il va se faire même encore beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que post-bac, par exemple, il va y avoir, je vais faire exprès, les hommes, ils vont aller sur le côté mécanique, électrique. Les femmes, elles vont aller vers les sciences sociales.
tu as certaines femmes qui vont aller sur le côté mathématique ou sur d'autres aspects un petit peu plus techniques, du génie civil ou de choses comme ça, mais ça va être quand même très, très peu. Moi, j'ai pas fait de longues études, hein, j'ai un bac+2 en mécanique. Ça s'appelait un DUT à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas. Dans mon amphi, on était 120, j'étais la seule fille. Donc, quand vous avez des CV où vous avez tout simplement 120, on va prendre ma promo, on était 120, sur 120 personnes qui auraient pu ensuite aller sur de l'automobile, puisqu'on était tous de la mécanique, tu avais déjà une chance sur 120 d'avoir une femme. Donc, c'est au niveau des études déjà plus bas. Maintenant, au niveau des études, pareil, encore une fois, les femmes sont plus, et ça, c'est à l'intérieur d'elles, elles sont plus attirées par quelque chose de plus social, de plus dans l'humain, et les hommes dans ce qui est un petit peu plus technique. Donc, par nature, déjà, il y en aura un peu plus, il y aura beaucoup plus d'hommes que de femmes. Après, comment on les encourage? Encore une fois, tout simplement, peut-être en multipliant les communications sur des expériences, qu'elles soient dans le domaine technique ou dans le domaine, tout à l'heure, Delphine parlait de chef d'atelier femmes ou de réceptionnaire d'atelier femmes, peut-être en multipliant les interventions des femmes à la télé, sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou ce genre de communication, et encore plus dans le terrain, c'est-à-dire que plus on va en mettre et plus il y en aura. Tu sembles très jeune sur la vidéo. Si demain tu as une fille et que tu vas au garage amener ta voiture personnelle à faire réparer, si ta petite qui a 5 ans, elle voit que des hommes autour d'elle, ben en fait, à l'intérieur d'elle-même, elle ne va pas se diriger vers un garage parce que les images qu'elle aura eues dans son enfance, c'est garage, voiture égale homme. Donc tout ça, ça ne va pas l'aider à se construire dans ce sens-là. Par contre, si tu vas faire entretenir la voiture dans ton garage et que sur 10 mécaniciens, il y a déjà 3 femmes et que sur 2 réceptionnaires ateliers, il y a déjà une femme, ben elle va se dire, elle ne se le dira pas d'ailleurs parce qu'elle n'y pensera pas, mais c'est dans son inconscient, elle va se rappeler qu'il y avait des femmes dans un garage. Donc peut-être qu'elle va aller plus naturellement vers un métier de l'automobile. Mais tu vois, c'est quelque chose qui va être très, très long. Je partage, en fait, je pense que c'est aussi à nous aujourd'hui, qui sommes en poste, de pousser. C'est notre rôle aussi aujourd'hui au quotidien, en fait, d'inscrire le sujet de la mixité dans la politique globale de nos entreprises. Je pense que ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qu'on doit faire presque au quotidien. J'apporte juste une nuance sur les études. Donc nous, on pousse là vraiment, on a une politique qui pousse au recrutement de femmes, pas de quotas, tout ça, mais en tous les cas, on va essayer d'aller chercher. Et de plus en plus, on recrute des personnes qui n'ont justement pas de cursus automobile. Pourquoi? Parce qu'on estime qu'en fait, le produit, on peut l'apprendre. Par contre, le sens du service, le sens commercial finalement, parce que c'est un talent en fait, le commerce. C'est un talent qu'on porte en soi. Ça, c'est quelque chose pour moi, les techniques commerciales, j'y crois moins. Mais en tous les cas, je pense que c'est vraiment une question de talent. Et ça, en fait, les femmes peuvent l'avoir autant que les hommes, même sans cursus automobile derrière. Je dis ça chez McLaren et Lamborghini. Donc, on parle encore du premium, mais on le fait évidemment et à beaucoup plus grande échelle sur du généraliste. On a 2 ambassadrices, donc sur les 5. C'est 2 ambassadrices. Et donc, du coup, j'espère en tous les cas que ça aide aussi les femmes à aller pousser la porte et une directrice adjointe. Voilà. Donc, du coup, je pense que c'est aussi à nous aujourd'hui de pousser nos entreprises. Et je partage tout à l'heure, Christy, ce que tu disais sur la complémentarité. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire non plus toute seule. Et donc, du coup, le fait qu'on soit complémentaire et qu'on soit aussi entouré d'hommes qui ont compris l'intérêt d'avoir des femmes à leur côté, eux aussi, ils vont me pousser. Et c'est ça, en fait, qui va entraîner. Même si on partage le fait que c'est un processus long. La mixité, ça doit passer d'abord par des compétences. Parce qu'imposer des mixités, comme ça a été le cas en politique, c'est une très, très mauvaise idée. Parce que d'imposer une mixité et de mettre une chef d'atelier, par exemple, pour dire d'avoir une femme qui n'aurait pas les compétences, mais c'est encore pire.
c'est contre-productif pour justement la légitimité des femmes dans ce secteur-là. Parce qu'il suffit qu'elles soient mauvaises, et j'ai pas peur des mots, ou dire « super, ils ont mis une femme chef d'atelier, laisse tomber ». Pardon, vas-y François, pardon. Non, juste, je pense qu'effectivement, Maud a raison d'insister là-dessus, parce qu'il faut pas la mixité pour la mixité. C'est un piège à double tranchant. Donc, moi, je reste tout à fait persuadé qu'il y a un gros progrès dans la répartition homme-femme dans l'automobile, enfin, et tant mieux. Mais par contre, il ne faut pas le faire à bride abattue, parce qu'effectivement, il y a le risque de placer une nana en se disant je vais placer une nana plutôt qu'un gars. Je pense que les compétences et l'envie restent très importants. Et même si pour l'instant, effectivement, la parité, on n'y est pas. Mais il faut qu'on y arrive intelligemment qu'au forcing. Je ne veux pas faire de parallèle avec nos amis écolos qui nous imposent certaines mesures anti-automobiles et qui, eux, n'ont pas compris effectivement que l'automobile était justement une forme de liberté pour tout le monde, hommes, femmes. Bon, mais voilà. Et je pense que quand on va au forceps, c'est une mauvaise politique à long terme. Donc, au contraire, ce qu'il faut, c'est motiver les gens, intéresser les jeunes. On en revient toujours à ça, et notamment les jeunes femmes. Et ça se fera tout seul. Donc, moi, je pense que je suis très confiant là-dessus. Alors, justement, moi, je suis dans le cas inverse de Maud. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé mes études, j'ai fait des sciences humaines et donc j'étais le seul mec dans mes amphis. Il n'y avait que des nanas. Bon, voilà. Mais c'est très bien. Je veux dire, c'est aussi là qu'on apprend effectivement à être dans un univers qui, a priori, n'est pas un univers qui va de soi par rapport à son genre. Voilà. Comme quoi tout est possible. Et juste pour terminer pour Maureen, donc moi je suis présidente de ce club automobile classique de Sciences Po. Il y a maintenant une petite année. Je ne viens pas du tout de cet univers automobile. Par contre, je crois que c'est intéressant de croire en ce qu'on croit. C'est-à-dire que moi, j'ai 51 ans, je ne viens pas de cet univers, je suis un peu un ovni dans ma famille, dans l'univers automobile. Par contre, je crois que c'est possible à tout âge et par contre, à force de travail, de persévérance et beaucoup, beaucoup de travail. Alors, comme le disait Maud à juste titre, peut-être qu'à un moment donné, on doit travailler 2 fois plus, mais si tu es convaincu, si tu as envie, ben justement, une femme qui voudra évoluer avec compétence et avec motivation et passion et bienveillance, je pense que c'est les mots-clés pour y arriver dans la vie, quoi. Je me permets de dire que tout est possible, même après 50 ans. Annabelle qui piétine, elle est revenue, Annabelle. Annabelle, tu voulais partager ton expérience? Non, c'était pour poser peut-être la question s'il y a une question de génération aussi, parce que nous, en tout cas, on est quand même pas mal de jeunes, je pense, à être... Alors moi, je roule en voiture ancienne. J'ai pas du tout de compétences mécaniques, entre guillemets, parce que j'ai fait une école de com et ensuite je suis partie étudier aux États-Unis. Je suis revenue, j'ai retravaillé en Angleterre. Je suis revenue et je suis partie et j'ai fait un MBA en finance et en même temps avec de la sociologie. Je pense que l'automobile, il y a vraiment 2 choses. Je pense qu'il y a la partie générationnelle aussi où au bout d'un moment, on a un peu démotivé les jeunes à rouler en voiture ancienne. Et c'est vrai qu'au final, toutes les personnes qui se retrouvent dans ma catégorie, on est beaucoup parce que nos parents, au final, roulaient. Donc, au final, on se retrouve à rouler contre nos parents ou autres. Mais je n'arrive pas à savoir si c'est une question sociale, purement, on va dire, de pays. Parce que clairement, en Angleterre, on était de nombreuses filles à rouler autant en rallye qu'en course sur circuit, qu'en avant-guerre, en après-guerre. On roulait et on n'avait aucun problème par rapport à ça. Et par contre, en France, c'est beaucoup plus compliqué. Mais en même temps, alors ça va faire un peu bizarre ce que je vais dire, mais j'ai l'impression, on en avait parlé avec Christy, des fois j'ai l'impression que les anciennes générations qui sont montées un peu sur un piédestal, d'un côté, elles ont envie qu'il y ait d'autres femmes, mais en même temps, elles n'ont pas très envie.
Donc, c'est très particulier parce qu'on a l'impression qu'on peut arriver dans ce milieu-là, on peut rouler, on peut s'éclater. Alors moi, par contre, honnêtement, j'adore rouler avec les garçons. Au contraire, honnêtement, les hommes, mon compagnon est à côté, on roule l'un contre l'autre, ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, si après, c'est pour partager un bon petit verre et rigoler de celui qui a fait la petite erreur ou autre, moi, ça ne me dérange pas. Par contre, je ne sais pas si la nouvelle génération, il y a un côté très motivé et en même temps, je ne sais pas si au bout d'un moment, ça ne va pas un petit peu se perdre parce que de la crainte de la réaction des anciennes générations. Et c'est vrai que pourtant, moi, je reprends ce que dit Christy, si on se bat, on y arrive. Enfin, moi, je suis partie seule voyager à travers 20 pays, dans des pays où il y avait clairement, où les femmes étaient mal vues, où on ne savait pas ce qui allait nous arriver. J'avais envie de le faire, je l'ai fait. Il fallait, honnêtement, si on veut, on peut, mais est-ce que l'ancienne génération va aussi nous laisser continuer la nouvelle génération à prendre le pas? Parce que j'ai l'impression que des fois, dès qu'on arrive à faire un pas en avant, on en fait un peu trop en arrière. Donc, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas, ce n'est pas un jugement. C'est juste, je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller et si au final, la France, elle ne bloque pas aussi cet aspect-là. Alors après, moi, je parle pour l'ancienne parce que la voiture, les modernes, je ne roule pas sur circuit en moderne, je roule qu'en ancienne. Mais c'est vrai que sociologiquement, ça m'a fait un peu bizarre de revenir rouler en France et de ne pas rester en Angleterre. Tu parles, Annabelle, parce que moi je te connais un petit peu, effectivement. Alors tu parles, tu es sur le circuit des remparts, c'est ça principalement? Ou pas forcément? Ça dépend, le circuit des remparts, j'y ai roulé. Après, dans 3 semaines, je roule à Albi. Avec quel type de voiture? Alors ça dépend. La plupart du temps, c'est en MEP des années 60 avec un moteur Panhard ou une MEP des années 70, c'est moteur Citroën. Et je suis une fervente des moteurs Citroën parce qu'aujourd'hui, je pense que ça fait une belle évolution de notre pays et qui montrait qu'on était fort au niveau international il y a plusieurs années. Et après, sinon, le circuit des remparts, cette année, j'y serai sûrement encore, mais en avant-garde, donc en Morgane de 1930. Mais je pense qu'il y a... Voilà, c'est le roulage, je pense que si on se motive, on peut le faire, mais il faut surtout qu'on ait aussi la chance de pouvoir continuer à le faire. C'est-à-dire que si à chaque fois on nous met un peu des bâtons dans les roues, on n'arrivera pas à motiver. En fait, juste pour bien comprendre en fait, ce que tu es en train d'exprimer, c'est qu'il y a deux choses. Il y a le problème du roulage sur les véhicules anciens avec les fameuses ZFE, etc., qui est en train de se multiplier, etc. Et après, il y a cette problématique générationnelle en tant que femme, où c'est les générations entre femmes ou c'est générationnel entre hommes et femmes? Les deux. C'était un peu entre femmes et femmes, en fait, non? Voilà, il y a un peu les deux. Il y a entre femmes et femmes parce que d'un côté, si la personne qui était toute seule, elle arrivait et au final, elle était un peu sur un piédestal. Maintenant, si on se retrouve 10 ou 20, au final, le piédestal, il descend un petit peu indirectement. Et ensuite, entre hommes et femmes, parce que je citerai pas la personne, on est 2 femmes dans ma catégorie et bon, il y en a un, quand on le double, on peut être sûr, il y a toutes les excuses du monde qui arrivent à la fin dans le paddock. Mais bon, c'est ça qui est marrant aussi. Mais il y a l'histoire, je pense, générationnelle de cette évolution. Alors, j'ai pris un peu en cours parce que je suis sortie tard du travail. Mais il y a cette question où je pense, à l'époque, la femme, elle arrivait quand même longtemps. Même si la France ou les États, dans différents pays, ont voulu faire évoluer la condition de la femme, faire qu'elle puisse être indépendante, etc. Mais en même temps, de la rendre, comme disait tout à l'heure, alors je ne sais pas le prénom qui va avec Galice, que si on met trop de femmes à des endroits où au final, elles n'ont pas les compétences, ça ne sert à rien. Moi, je n'ai pas envie qu'on me choisisse dans un métier juste parce que je suis une femme. Au contraire, j'ai envie qu'on me prenne parce que j'apporte de la valeur ajoutée, parce que quand j'ai envie de remettre...
quand il faut si on doit me remettre à ma place ou si je dois remettre à sa place quelqu'un, j'ai envie de le faire par honnêteté et parce que j'ai la capacité de le faire, parce que j'ai travaillé dur pour y arriver et parce qu'aujourd'hui, l'automobile, je le compare beaucoup au système agricole. Moi, je viens du milieu agricole à la base. Les femmes n'avaient pas obligatoirement leur place dans le milieu agricole. Au bout d'un moment, ça arrivait. Et dans l'automobile, on a exactement les mêmes choses qui sont en train d'arriver, mais 10 ans plus tard que dans le milieu agricole. Il y avait la question de un peu les différences de génération. Il fallait surtout pas déranger l'ancienne génération parce que bon, c'était un peu, il y avait lié à la religion, etc. dans le passé. Et en même temps, on voulait s'ouvrir à de nouveaux horizons, mais fallait pas que ça aille trop vite. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais le monde agricole reflète beaucoup le monde de l'automobile aujourd'hui. Je pense que, si je peux me permettre, Annabelle, je pense que ce que tu es en train aussi d'expliquer, c'est les industries genrées. C'est les industries où à la base, c'était quand même des hommes. Alors, je voudrais François, si tu veux bien intervenir, peut-être rebondir sur ce que dit Annabelle sur ton domaine qui est les classiques et cette génération qui tient à cœur en plus. Oui, il y a dans les propos d'Annabelle, il y a effectivement deux choses différentes. Et elle a tout à fait raison. Il y a d'une part l'avenir de l'automobile classique. Bon, moi, je ne suis pas très inquiet parce que je pense sincèrement que sous le mot patrimoine, on va réussir à faire comprendre à nos chers dirigeants que le collectionneur ou la collectionneuse, ça va de soi, est quelqu'un qui roule peu. Donc, ce n'est pas un pollueur, ce n'est plus un engin de déplacement au quotidien pour aller au boulot. C'est a priori une passion qui fait très peu de kilomètres dans l'année, donc très peu de CO2, puisque c'est un peu l'obsession ambiante. Donc ça, moi, là-dessus, je ne suis pas très inquiet. Ensuite, il y a des législations qui vont évoluer dans certaines zones ou pas. Nos chers politiciens reviendront bientôt sur ce qu'ils croient être formidable aujourd'hui et qui se rendront compte demain que ce n'est pas forcément la bonne idée. Bon, bref, ça, c'est un autre débat. Ensuite, sur l'univers de la collection, bien sûr qu'il y a, bien sûr, dans l'univers de la collection, comme dans tous les domaines, une bande de vieux machistes, on va se parler franchement, ça existe, bien évidemment. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui réalisent que rester dans l'entre-soi, c'est bien mignon, mais que dans ce cas-là, qui seront les collectionneurs de demain? C'est pour ça que moi et d'autres, je ne suis pas tout seul, évidemment, on essaye d'ouvrir nos émissions de télé ou nos magazines, pour ceux qui sont encore en presse écrite, tant que ça existe, pour ouvrir le cercle. Parce que c'est important de sensibiliser tout le monde, hommes, femmes, jeunes, vieux, à ce phénomène et rappeler aux gens que finalement la voiture de collection, qui effectivement pendant longtemps a été un peu un univers dans l'esprit des gens, pour des gens fortunés, que non, l'univers de la collection, il est ouvert à tout le monde, qu'on peut prendre un plaisir extraordinaire avec une vieille 4 chevaux, une vieille Dodoche, et que ce n'est pas forcément une question d'argent, c'est surtout une question d'esprit et de mentalité. Bon. Donc ça, c'est super important. C'est pour ça que moi, je ne suis pas très inquiet pour ça, et je pense que de toute manière, le cercle doit s'ouvrir, mais s'ouvre réellement. Voilà, donc moi je suis pas fondamentalement inquiet là-dessus, mais évidemment il y a, comme dans tout groupe sociaux et humains, des abrutis. Bon, ça c'est clair, mais heureusement je pense que c'est un univers qui s'ouvre lui aussi beaucoup parce qu'il sait que pour perdurer il faut s'ouvrir. Voilà, moi je suis pas inquiet. Je vois le temps passer. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Voilà, donc moi, je voulais vraiment faire ce focus, comme le disait à juste titre nos intervenants, en disant c'est un peu par l'exemple qu'on pourra montrer qu'il est possible de faire des choses. L'exemple, les compétences, je reviens sur ces mots-là, parce que pour moi, c'est aussi important. Je suis pas avant... j'ai des compétences, on a des compétences, et c'est pour ça qu'on veut être aussi, entre guillemets, jugé et je trouve que c'est important, je le disais aussi, de ne pas faire des webconférences féministes. Ce n'est pas du tout ça. L'idée, c'est vraiment de montrer qu'en tant que femme, on a aussi des choses à dire, on a des passions et on est tout à fait capable de rentrer dans cet univers. Et c'est vrai qu'Annabelle, quand elle nous parle de ces
des bolides qu'elle est en train de piloter. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Donc voilà, donc l'idée c'était vraiment de montrer par l'exemple de personnes jeunes, moins jeunes, mais qu'on a notre place, que grâce à des gens comme François et d'autres qui étaient là ce soir, ça prouve qu'ensemble on peut évoluer et travailler ensemble. Donc c'était un peu l'objectif de cette webconférence, en sachant que moi c'est un sujet qui me tient à cœur effectivement dans ce club auto. Et donc, du coup, voilà, il y aurait encore plein de choses à dire parce qu'il y a des femmes encore extraordinaires. Tu parlais tout à l'heure de Michèle Mouton. Moi, j'ai eu l'occasion d'échanger, alors là, tout de suite, son nom ne me vient pas, mais avec la copilote de Michèle Mouton, qui faut le rappeler, c'est comme dans un couple. Si les deux tiennent la route, c'est qu'il y en a toujours un qui mène droit le chemin. Donc, c'est des complémentarités. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais exprimer ce soir avec Maud, Delphine et François. Merci encore infiniment d'être restés. Merci beaucoup. Et voilà, comme j'ai lu les petites chats de gens qui sont un peu impressionnés par vos parcours. Donc merci encore. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine réunion du club qui, je l'espère, sera maintenant en présentiel. Certainement, voilà, on va attendre que septembre passe un petit peu et puis on va se retrouver d'ici octobre et novembre, et je vous tiendrai informé par les réseaux et puis de se voir en vrai. Oui. Ok. Avec grand plaisir. Merci infiniment. Merci. Ciao. À très bientôt et très belle soirée à vous tous. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ciao. Ciao. Salut.